Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'IWEPS, l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique. À la présentation, Aurélie Hendrix et à la technique, Laurent Verly. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'accueil de jour de Basseuil en Wallonie, ces lieux où des personnes en grande précarité peuvent se poser, se reposer et parfois entamer un chemin de reconstruction. Ces structures sont bien plus que des chauffoirs, elles assurent un accompagnement social, un lien humain et jouent un rôle clé dans la lutte contre le sans-abrisme. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Depré, chercheuse à l'IWEPS et auteure du rapport, et Frédéric Svensson, directeur de la SBL Sans Logis à Liège et administrateur à l'ARCA, la Fédération des services d'accueil et d'hébergement des personnes sans abri, qui apportera son regard de terrain fort de ses 15 ans d'expérience. Alors, comment fonctionne l'accueil de jour aujourd'hui en Wallonie? Qui sont les usagers et quels défis pour demain? On en parle ensemble. Alors, qu'est-ce qu'un accueil de jour qu'on appelle de Basseuil exactement, Anne? Un accueil de jour de Basseuil, c'est d'abord un service social qui accueille collectivement des personnes très précarisées qui, en général, souffrent toutes d'isolement social. Deuxièmement, ce sont des services qui sont qualifiés de bas seuil et d'inconditionnels parce que très peu de conditions sont fixées à l'entrée du service. Le caractère de bas seuil renvoie au fait qu'on doit, en principe, accueillir tout le monde, quelles que soient les caractéristiques. Des jeunes, des vieux, des Belges, des étrangers, des personnes qui consomment des psychotropes ou pas, des personnes qui ont quelques revenus ou pas du tout. L'inconditionnalité renvoie quant à elle au fait que l'usager ne doit pas s'engager à effectuer des démarches sociales, à rechercher un emploi ou un logement par exemple. En tout cas, pas tout de suite. L'accueil de jour de Basseuil se distingue en cela d'une maison d'accueil ou d'un CPAS où la personne doit s'engager à effectuer certaines démarches. Ensuite, un travail d'accompagnement social est mené à la demande de l'usager au départ de l'accueil de jour. Ces services ne sont donc pas de simples chauffoirs où on offre uniquement une réponse à des besoins primaires. Manger, se laver, se reposer, se chauffer, mais aussi se rafraîchir. Tout un travail socio-éducatif, collectif et individualisé est effectué le plus souvent dans la durée. Enfin, l'accueil de jour de Basseuil fait partie des axes de travail de tous les relais sociaux de Wallonie, aux côtés de l'hébergement d'urgence, du travail de rue et des dispositifs d'urgence sociale. Ce type de service, nous en recensons 36 dans cet état de lieu, existe donc sur tous les territoires des relais sociaux. Mais quelques-uns existent également en dehors des relais sociaux. Par exemple, ceux de Huy, de Dinan, de Couvain, d'Andenne. Frédéric? Un accueil de jour, c'est un espace où les personnes sans abri peuvent sortir du dehors. Donc, c'est-à-dire se poser, se reposer, se mettre en sécurité, c'est important, se restaurer, se désaltérer. Quand on parle d'accueil bas seuil, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts à tous, y compris et surtout à ceux qui ne trouvent pas de place ailleurs. C'est avant tout un lieu refuge, mais c'est également un lieu de lien. Les personnes sans abri souffrent d'un isolement social parfois extrême, Anne vient de le dire. Venir dans un accueil de jour, c'est renouer un premier contact, parfois timide, avec la société dont ils se sentent exclus. L'accueil se déroule donc de manière inconditionnelle et bienveillante, car il est indispensable qu'il se fasse sans jugement d'aucune sorte. Mais il ne se fait pas sans quelques règles incontournables, respect de soi et des autres, du lieu, des horaires, etc. Pas d'agressivité, pas de consommation de drogue, ni en général d'alcool. Un accueil de jour n'est pas la rue, même s'il en comprend les codes. Et Frédéric, quels sont les rôles principaux de ces structures aujourd'hui? Alors, il y en a plusieurs, évidemment. Dans les missions, il y a celles qui sont inscrites depuis 2025 dans le Code wallon de l'action sociale et de la santé. Donc, accueillir, accompagner les personnes dans la mise en place d'un projet d'insertion sociale, répondre aux besoins de base, on en a parlé tout à l'heure. Toutes ces choses qui semblent relativement anodines, donc boire, manger, se laver, etc., mais qui sont pourtant essentielles pour les gens qui se trouvent privés de ces besoins fondamentaux en rue. Ensuite, il y a évidemment écouter, informer, orienter et accompagner les personnes en fonction de leurs besoins. Mais il y a aussi des missions qui sont liées à l'environnement local. Donc on parle ici de missions spécifiques, parfois informelles, qui peuvent être liées à la coordination du réseau local. Donc ce sont toutes les actions spécifiques, les horaires d'ouverture, les périodes de plan grand froid avec des modifications au niveau de l'accueil.
Et ça peut être aussi des missions informelles confiées par les autorités locales, sans d'ailleurs même qu'elles soient toujours confiées directement, mais d'accueillir les personnes, notamment orientées par la police lorsqu'elles mendient dans des endroits non autorisés, etc. Les accueils de jour jouent donc une fonction tampon informelle de prévention et de désamorçage des nuisances publiques. Et ensuite, il y a évidemment nos missions spécifiques, et donc ça, c'est celles qu'on se donne dans les différents lieux d'accueil de jour pour développer des stratégies qui permettent d'accompagner au mieux les personnes sans abri vers l'insertion et la citoyenneté. Ces missions, elles peuvent prendre différentes formes. Ça peut être un espace public numérique, des jeux de société qui sont proposés, des ateliers créatifs, des groupes de parole. Donc, de manière générale, les visées de ces ateliers convergent quand même tous vers la création d'un lien de confiance et le recouvrement de l'estime de soi. Donc les accueils de jour interviennent à tous les niveaux de l'insertion sociale. Ils interviennent autant en amont et en aval de la crise, donc du moment rue, et on retrouve bien les 3 axes de l'intervention, à la fois le préventif, le curatif et la stabilisation. Anne ? Frédéric vient d'évoquer le travail de prévention sociale. Je voudrais juste illustrer un des aspects de ce travail social. Dans les accueils de jour rencontrés, la prévention sociale vise par exemple le maintien dans le logement, lorsque l'accueil de jour met tout en œuvre pour éviter l'expulsion locative. Le travail social s'apparente aussi à ce que les travailleurs sociaux nomment l'un des derniers filets de sécurité. Lorsque l'accueil de jour contribue à la récupération d'une carte d'identité, par exemple. Plus généralement, à la récupération d'une série de droits fondamentaux. Et lorsque l'accueil de jour ouvre ses portes aux personnes dites incasables, c'est-à-dire des usagers qui ne sont plus pris en charge par d'autres services, notamment parce qu'ils cumulent plusieurs problèmes, handicap et toxicomanie par exemple. Alors si on parle de l'accueil de jour aujourd'hui dans le podcast, c'est parce que l'IWEPS publie un rapport qui établit un état des lieux des accueils de jour de Basseuil en Wallonie. Quelles sources avez-vous mobilisées, Anne, et quelles méthodes ? Aurélie, 3 sources essentielles ont été mobilisées dans ce rapport. Premièrement, des statistiques issues des accueils de jour partenaires des 9 relais sociaux de Wallonie. Il s'agit de données agrégées sur le profil des usagers et sur l'utilisation de ces services. Ensuite, une recherche qualitative a été menée pour établir un état des lieux des accueils de jour wallons. 22 entretiens approfondis ont ainsi été effectués en 2025 auprès de travailleurs sociaux, non seulement dans les 9 relais sociaux, mais aussi dans 3 accueils de jour hors relais sociaux. Ce matériau qualitatif a permis de retracer l'évolution des publics accueillis au cours de ces dernières années. Il a permis aussi de décortiquer le travail social avec ces publics, de cerner les similitudes, mais aussi les différences entre les représentations sociales et surtout entre certaines pratiques professionnelles d'accueil, d'accompagnement et de travail en réseau. Il a permis d'identifier les apports, mais aussi les points de tension et les limites du travail social. Dans la mesure du possible, on a articulé les informations quantitatives et qualitatives. En effet, le matériau qualitatif détaille ou permet de mieux interpréter certaines statistiques. Il permet aussi d'éclairer les zones d'ombre où il n'y a pas de statistiques. Par exemple, de préciser les différents types de travail en réseau. Et enfin, la 3e source mobilisée dans le rapport émane d'un séminaire de travail organisé en 2025, auquel ont participé plus de 75 travailleurs sociaux et travailleuses sociales issus de toute la Wallonie. Ces travailleurs travaillent en accueil de jour ou dans d'autres services partenaires des accueils de jour. Alors le rapport, il insiste sur la diversité des profils. À quoi ressemblent réellement finalement les publics qui sont accueillis dans l'accueil de jour, Anne ? Insistons tout d'abord sur l'hétérogénéité des publics accueillis, qui sont loin de se limiter aux seules catégories stigmatisées du mendiant ou du toxicomane. Il faut aussi préciser que ces publics ne recoupent que partiellement ceux des dénombrements de personnes sans abri ou sans chez-soi, effectués en Wallonie depuis quelques années. Si la majorité des personnes accueillies sont effectivement sans logement, en rue, hébergées par un tiers ou en squat, on comptait en 2024 pour l'ensemble des 9 relais sociaux 27% des usagers encore en logement, même s'ils sont souvent en mal logement, et essentiellement en logement privé.
Seuls 2,5% vivaient dans un logement social ou assimilé. Oui, donc vous citez des chiffres de 2024 parce que c'est c'est l'année la plus récente pour laquelle on a des chiffres. Les chiffres 2025 ne seront disponibles qu'en septembre. Alors vous observez aussi des différences entre hommes et femmes ? Oui, en ce qui concerne le genre, on note une forte majorité d'hommes, 81% d'hommes et seulement 19% de femmes en 2024. Cette majorité nettement masculine est constante depuis 2017. Première année où ces données ont été collectées à l'IWEPS sous la même forme. Des plages horaires ont été réservées spécifiquement aux femmes depuis 2021-2022, mais ne semblent pas avoir modifié ce rapport homme-femme. Ces services spécifiques, encouragés par le plan genre wallon 2020-2024, ont cependant permis de sécuriser l'accueil de nombreuses femmes. Il a donc été très utile. Par ailleurs, à certains endroits, les travailleurs sociaux mettent en avant l'augmentation du nombre de femmes enceintes en rue et aussi de jeunes mamans avec leurs bébés. Et si on regarde les catégories d'âge ? En ce qui concerne les catégories d'âge, les 3/4 des usagers en 2024 sont des adultes entre 25 et 54 ans. Mais il est important de ne pas regarder que les catégories majoritaires, parce que les catégories peu nombreuses peuvent exiger un travail d'accompagnement et de réseau très spécifique, exigeant un temps de travail conséquent. Les personnes plus âgées, ayant vécu en rue, vieillissent prématurément et avec de graves pathologies. Lors des entretiens, on a mentionné des soins palliatifs au départ de la rue, par exemple. Du côté des catégories les plus jeunes, tout un travail de collaboration et de réorientation vers des services plus spécifiques doit aussi être mené pour que ces jeunes ne tombent pas dans l'errance. La défiance de ces jeunes entre 16 et 24 ans envers nos institutions est fortement mise en exergue par les travailleurs sociaux. Par ailleurs, alors que seuls les adultes de plus de 18 ans sont censés être accueillis dans les services, on a relevé en 2024 la présence de 92 mineurs d'âge non accompagnés par des adultes dans les accueils de jour coordonnés par les relais sociaux. Ces jeunes sont généralement réorientés très vite vers des services spécifiques. En outre, 267 mineurs, cette fois accompagnés par des adultes, ont été recensés dans quelques structures. Et Frédéric, vous qui êtes sur le terrain, à quoi ressemblent réellement les publics accueillis ? À l'ensemble de la société, en fait. Le public, comme l'a dit Anne, il est varié et diversifié. On a parlé des dénombrements qui relèvent en partie, en tout cas cette diversité. Mais je disais que nous retrouvions toutes les facettes de la société dans les accueils de jour. Il serait plus exact de dire que nous retrouvons autant d'histoires et de parcours de vie que nous trouvons d'usagers en accueil de jour. Leurs points communs principaux, ce sont donc l'isolement social, mais aussi la perte de l'estime de soi et le sentiment d'exclusion. Ces 3 critères sont hyper représentés dans les accueils de jour. Ils entraînent souvent une perte de capacité et d'autonomie. En réaction et parfois par maladresse, beaucoup de personnes sans abri vont s'occuper de leur père plutôt que d'eux-mêmes. Elles se sentent souvent peu légitimes d'être aidées, mais elles ont un besoin évident de venir en aide aux autres. Elles ont besoin d'être utiles, elles ont besoin d'exister. Il ne faut pas oublier ici les parents qui sont reçus dans les accueils de jour, parfois accompagnés de leurs enfants. La question de l'accueil de ces enfants au sein des accueils de jour, au milieu des publics hétérogènes, est sensible. C'est pour ça que les enfants ne sont pas accueillis de la même manière dans chaque institution, parce que les questions qui se posent, ce sont: peut-on confronter ces enfants à un tel environnement ? Doit-on imposer aux parents de se séparer temporairement de leurs enfants pour accéder aux services des accueils de jour ? Cette question est posée aujourd'hui, mais la réponse sera de toute façon plurielle. Donc les profils sont variés et les situations, elles sont complexes. Le rapport parle d'une multiplication des problématiques chez une même personne. Comment ça se traduit concrètement, Frédéric ? Comme j'expliquais, finalement, tout le monde rencontre des difficultés dans la vie. Chez les personnes sans abri, les difficultés, elles sont les mêmes, mais elles prennent des conséquences beaucoup plus graves et elles ont souvent une intensité plus importante. Et l'autre problème, c'est que ces problématiques se cumulent. Donc la conjugaison de ces critères rend les publics des accueils de jour particulièrement vulnérables. Quand on parle de problématiques multiples, on retrouve essentiellement, évidemment, une problématique d'accès au logement, conditionnée par les stigmates de la rue. Rares sont les honnêtes propriétaires acceptant de louer leurs biens à une personne qui s'est retrouvée à la rue. Une problématique aussi de précarité économique, donc un faible niveau de revenus, des dettes qui s'accumulent petit à petit, une gestion parfois déficitaire d'un budget mensuel.
D'autres problématiques comme les problématiques administratives, l'absence d'un domicile et ou d'une résidence fixe engendre de nombreuses complexités administratives qui rendent encore plus complexe l'accès aux droits. Il y a aussi des problématiques judiciaires qui arrivent parfois. Si les sans-abri sont souvent victimes de leur situation, ils ne sont quand même pas tous des anges. Une problématique de santé physique, évidemment, parce que la rue abîme. Une problématique de santé mentale aussi, parfois impulsée par les conditions de vie délétères de la rue. Des problématiques d'assuétude, que ce soit aux drogues, aux médicaments ou à l'alcool. Et des problématiques familiales, pour certains, qui se traduisent souvent par une usure, voire une rupture des liens familiaux. Donc la liste n'est évidemment pas exhaustive, mais elle représente un petit peu toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Répondre à cette multitude de problématiques sur le terrain, ça ne peut pas se faire de manière isolée et ça c'est important, je pense qu'on y reviendra par la suite. L'important c'est d'avoir un accompagnement qui soit intensif, qui soit concerté et coordonné en réseau. Alors les services ils sont aujourd'hui saturés. Le rapport Anne montre une forte augmentation de la fréquentation. À quel point est-ce que c'est préoccupant ? Oui, Aurélie. En 2024, près de 245 000 accueils ont été recensés dans les 9 relais sociaux. Donc nous ne savons pas la quantité d'accueils recensés dans d'autres services hors relais sociaux. Lors des entretiens, la plupart des accueils de jour rencontrés ont souligné combien la fréquentation avait augmenté, les obligeant parfois à refuser du monde. Parfois aussi, ce sont les personnes elles-mêmes qui préfèrent ne pas ou ne plus franchir le seuil des accueils de jour, par exemple par crainte du harcèlement. La saturation revêt cependant plusieurs dimensions. La capacité d'accueil d'un local peut bien sûr être dépassée selon les normes de sécurité et de prévention des incendies. Ce dépassement oblige certains services à modifier leurs horaires, à fonctionner par tournante, afin d'offrir un repas au plus grand nombre possible. Mais ce n'est pas cet aspect-là de la saturation qui préoccupe le plus les travailleurs sociaux. Ce sont surtout les changements au niveau du travail social qui sont alarmants à leurs yeux. L'affluence, en effet, réduit fortement le travail d'accompagnement social au profit de la simple gestion des flux, pour reprendre une expression des travailleurs sociaux. Enfin, la saturation des accueils de jour et des services de bas seuil en général s'explique aussi par une série de problèmes structurels. Le premier de ces problèmes, c'est la pénurie de logements abordables financièrement et de qualité suffisante. Mais il y a aussi la saturation d'une série d'autres services en amont, comme les maisons d'accueil, les CPAS, les services de logement de secteur public, les centres de santé mentale, etc. Et toute cette saturation en amont retarde la possibilité de trouver des solutions adéquates pour les personnes. Enfin, les transitions institutionnelles, c'est-à-dire les sorties de prison, les sorties des hôpitaux psychiatriques, voire des hôpitaux généraux, la sortie des institutions de l'aide à la jeunesse, laissent depuis de nombreuses années des personnes sans logement lorsqu'elles sortent de ces institutions. Et ces personnes, quand elles sortent, s'adressent aussi aux services de bas seuil, accueil de jour ou abri de nuit. Frédéric ? Je risque de paraphraser un petit peu Anne, mais la surfréquentation des services rend effectivement bien souvent en conflit avec le projet d'accueil collectif. Lorsque les services arrivent à saturation, l'attention des travailleurs, elle se tourne vers la gestion d'un grand collectif et donc parfois au détriment de l'individu. Certaines personnes ne sollicitent pas ou plus l'aide et passent un peu sous les radars. Les équipes doivent parfois redoubler de créativité pour voir l'invisible. Il est important de préciser également de quelle saturation on parle. Il y a la saturation qui est liée à la surfréquentation du public, qui conditionne donc le travail réalisé vers le respect du règlement d'ordre intérieur pour éviter les débordements au sein de l'accueil. Je me permets d'ailleurs de rappeler ici que les faits de violence, parfois tournés vers les équipes elles-mêmes, surviennent quand même régulièrement dans les accueils de jour. En novembre dernier, un féminicide a quand même eu lieu dans un accueil de jour et un travailleur a été quand même grièvement blessé. Le financement forfaitaire actuel des accueils de jour ne permet pas d'assurer une norme d'encadrement suffisante. Pour faire simple, 1 ou 2 travailleurs seuls ne peuvent pas gérer et encadrer l'accueil de parfois plus de 100 personnes sur une journée. Nous avons parlé plus tôt de la fonction informelle de désamorçage que jouent les accueils de jour. Leur fonction première reste quand même d'accueillir ces personnes, pas de gérer des agressions entre usagers à l'encontre de leurs collègues ou même parfois d'eux-mêmes. En complément de cette surfréquentation, il y a donc une autre forme de saturation qui, elle, est liée à la capacité d'accompagnement.
Plus l'attention de l'équipe elle est tournée vers le respect du règlement d'ordre intérieur, moins elle est disponible à l'écoute et à l'accueil de la demande ou même à la proaction vers les personnes qui sont les plus fragiles. L'agrément des accueils de jour, c'est donc une avancée remarquable dans la reconnaissance de nos actions, mais les moyens sont toujours nettement insuffisants pour rencontrer la demande. Alors l'accueil de jour, il repose sur un principe fort qui est l'inconditionnalité, Anne. L'inconditionnalité, tout d'abord, c'est un principe fondateur de l'accueil de jour auquel les travailleurs sociaux tiennent beaucoup. Mais en dépit de cet attachement fort à ce principe, la saturation peut entraîner des prises de position et aussi des pratiques d'accueil différentes selon les endroits. On constate une certaine hiérarchisation des catégories d'usagers, voire une certaine sélection qui revient à rehausser le seuil d'accès de certains accueils de jour. Ces pratiques et ces positions sont très variables selon les endroits. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore tenable, Frédéric ? Oui, c'est tenable. La question, c'est jusque quand ? Parce que la saturation des services dont on est en train de parler remet finalement doublement en question l'inconditionnalité. La surfréquentation amène certains services à limiter le temps d'accueil de chaque personne. Anne en a parlé tout à l'heure. La capacité maximale d'accueil, c'est une responsabilité qui est portée par l'employeur, par l'institution. Et donc elle est définie selon les normes de conformité et de sécurité, etc. Mais il existe un réel dilemme éthique pour les équipes qui doivent parfois faire patienter dehors des personnes qui viennent trouver refuge chez nous. Et ensuite, il y a la saturation de la capacité d'accompagnement qui entraîne également une remise en question de l'inconditionnalité. Donc je vais le formuler sous forme de question, mais comment répondre à l'ensemble des demandes ? À qui est-ce que je dois répondre en premier ? Est-ce que je dois choisir une femme enceinte ou une personne âgée, un jeune, un malade, un belge ? Et ça, c'est une question qui est difficile à gérer pour les équipes aujourd'hui. Et je vais rajouter quand même, selon moi, et donc là c'est un point de vue personnel, mais en tout cas on ne peut pas commencer à trier les gens. Imaginer de sortir de l'inconditionnalité, c'est contre-productif. Refuser des profils ou des publics à l'entrée, ça déforce la fonction de nos services. En prioriser une partie, c'est tout aussi inenvisageable. Oui, à la lecture du rapport, et puis on vient de l'entendre ici aussi, on comprend que les conditions de travail sont difficiles. Quels sont les principaux défis pour les travailleurs sociaux aujourd'hui, Anne ? Pratiquement partout, des conditions de travail difficiles sont soulignées. Des difficultés de recrutement, des contrats à durée déterminée et souvent à temps partiel, des turnovers importants, une faible reconnaissance de l'expérience professionnelle au moment de l'engagement. Il y a donc des burn-out qui sont mentionnés tant parmi les travailleurs de terrain que parmi les directeurs ou les directrices de service. Et quelque chose d'important, ce qu'on appelle l'isomorphisme social, c'est-à-dire le regard en miroir entre la précarité des usagers et celle des travailleurs sociaux qui s'occupent de ces usagers, est régulièrement évoqué dans les entretiens avec des travailleurs sociaux. L'isomorphisme. Quand on parle d'isomorphisme, en fait, c'est cette proximité toujours plus accrue entre les usagers et les travailleurs dans les accueils de jour. L'incertitude qui règne autour des postes, des fonctions qu'ils occupent, font qu'en finalement, en fait, leur situation personnelle ressemble de plus en plus à la situation des usagers qu'ils accompagnent. Et donc, cette proximité, cette distance toujours plus courte fait que les travailleurs ont peur. Et donc ça, c'est un point important à garder en tête. Aujourd'hui, les travailleurs accompagnent des gens et finalement, ils risquent demain de se retrouver dans la même situation qu'eux. Oui, Anne, et dans les financements, finalement, le temps de travail est calculé de manière trop limitative selon les travailleurs sociaux. Oui, il est calculé de manière trop limitative parce que dans les financements, on ne tient pas compte en général du temps de travail en réseau, du temps de passer en réunion interservices, passer en formation. On ne tient pas compte non plus des vacances et des absences pour maladie des travailleurs. Frédéric, vous qui êtes sur le terrain. Les travailleurs, en fait, donc évidemment, je veux dire, ils revendiquent des moyens supplémentaires, mais ce qui les touche le plus cruellement, finalement, c'est l'incertitude de leur situation.
On entend qu'il va falloir faire des efforts, que les financements sont pas garantis, que les aides à l'emploi comme les APE vont être réformées. Et donc, on se sent finalement un peu optionnel dans nos actions. Comme si on pouvait être remplacé ou supprimé à tout moment. Alors que notre rôle principal, c'est d'être des points de repère pour des personnes en errance. On est là finalement pour prévenir des ruptures et on est souvent nous-mêmes victimes de ces risques de rupture. On a parfois l'impression de mettre des emplantes sur des jambes de bois et on a peur d'être demain, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, dans la situation de ceux qu'on aide aujourd'hui. En parallèle, on doit gérer des comportements agressifs, parfois violents, souvent inappropriés, des personnes dont on s'occupe. Et donc on a parfois l'impression d'être à la fois vigile, policier, infirmier, psychiatre, alors que pourtant on peine à faire reconnaître notre fonction première qui est d'occuper un rôle socio-éducatif. Et enfin, on a une tendance parfois à se comparer quand même à nos collègues, parfois au sein de la même institution. Et donc on se questionne pourquoi est-ce que dans un même service, certains ont obtenu une certaine forme de reconnaissance par rapport à une ancienneté légitime quand on a déjà travaillé dans le secteur, alors qu'on n'a pas pu, nous, la faire reconnaître pour une fonction tout à fait similaire. Il y a aussi d'autres questions qui se posent. Pourquoi est-ce qu'on me renvoie aujourd'hui que l'expérience que j'acquiers chaque année aura un point sur les finances du service l'année prochaine, puisqu'on a un financement forfaitaire aujourd'hui, et donc forcément, toute l'ancienneté que j'acquiers cette année jouera sur les finances l'année prochaine. Ouais. Et malgré toutes ces difficultés, les travailleurs restent très engagés. Ça, c'est un aspect quand même remarquable, je veux dire, dans notre secteur et plus spécifiquement au sein des accueils de jour. Avant tout, les travailleurs des accueils de jour, ils ont fait leur formation parce qu'ils ont voulu travailler dans le secteur de l'aide aux personnes. Et donc, c'est là qu'ils cherchent leur première forme de reconnaissance et d'émancipation. Ils sont quand même convaincus de leur travail, même s'il est difficile. Là où il faut faire attention, c'est qu'on remarque quand même que le nombre de burn-out, d'accidents, d'épuisements est quand même très très présent chez l'ensemble des travailleurs. Il y a un manque criant de reconnaissance, mais n'empêche que les équipes gardent une haute estime de leur travail et qu'elles gardent la tête haute. J'ai envie de faire un petit parallèle avec le personnel de santé pendant la période Covid et les confinements, même s'il est peut-être un peu maladroit, mais à cette époque-là, en tout cas, il y a eu... Le personnel a été salué et plébiscité par l'ensemble de la population. Nos équipes, elles travaillent au quotidien auprès des plus démunis et on a l'impression qu'on oublie un petit peu de les remercier pour leur investissement et leur engagement au quotidien. Quelques mots peut-être sur le rôle du bénévolat. Donc les bénévoles, ils sont très présents dans ces structures. Quel rôle jouent-ils exactement ? Peut-être avant tout préciser que le nombre de bénévoles varie fortement d'un accueil de jour à l'autre, en fonction de l'histoire de cet accueil de jour, en fonction du statut de cet accueil de jour. Il y a beaucoup de bénévoles dans des associations qui ont été créées par des bénévoles et très peu, voire pas du tout, dans les services d'accueil de jour publics. Ensuite, le profil des bénévoles est assez diversifié. On connaît bien sûr les bénévoles pensionnés, et il y en a un certain nombre. Il y a aussi des personnes en liberté conditionnelle, qui effectuent un travail d'intérêt général. Il y a aussi des étudiants, des travailleurs en burn-out, parfois aussi d'anciens usagers. Et les compétences de ces bénévoles sont également hétérogènes. Quelques-uns parmi ces bénévoles sont hautement qualifiés, par exemple des médecins ou des infirmiers, qui effectuent bénévolement des permanences santé. Alors, en fonction de leurs compétences, bien entendu, ils jouent des rôles différents. Mais dans la plupart des accueils de jour, le rôle est essentiellement humain et relationnel. Ils occupent souvent des postes d'intendance. Ils constituent un apport citoyen important et un investissement fort apprécié parce qu'il permet aux travailleurs sociaux de se recentrer sur leur mission sociale. On peut constater une certaine tendance à la formalisation du bénévolat. Je dirais même à une certaine forme de professionnalisation. Le bénévolat comporte aussi des limites. Ils ne peuvent effectuer le travail social des professionnels. Ils ne peuvent pas prendre des responsabilités vis-à-vis des usagers. Et la gestion du bénévolat représente aussi un temps de travail conséquent pour les professionnels, allant parfois jusqu'à un mi-temps. Dans les services recourant beaucoup au bénévolat, on mentionne un turnover important des bénévoles. Frédéric ?
Je ne vais pas répéter ce que Anne vient de dire, parce qu'elle l'a très bien dit. Moi, je vais juste en tout cas rajouter que ce qu'on retrouve chez l'ensemble des bénévoles qui viennent apporter leur aide dans nos structures, c'est qu'il y a chez tous ce besoin à la fois d'utilité et d'engagement, et donc c'est une manière pour eux d'agir, d'être chez nous. Le rapport insiste aussi sur l'importance du réseau. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par là et pourquoi est-ce si essentiel le travail en réseau, Frédéric ? Le travail en réseau, sa première fonction, c'est d'assurer la continuité de la prise en charge. On parle beaucoup de la continuité des soins dans le secteur de la santé, mais je pense que c'est important d'avoir aussi en tête l'importance de cette continuité dans le cadre du travail socio-éducatif auprès des personnes sans abri. Les personnes donc qui fréquentent nos accueils ont parfois des parcours qui sont vraiment semés de ruptures diverses, et donc assurer cette continuité, c'est capital pour espérer un dénouement positif. Pour ça, aucun travailleur ne doit travailler seul et s'isoler. Il doit s'ouvrir et activer un large réseau d'aide pour favoriser la prise en charge des différentes problématiques. Mais il faut faire attention parce que le travail en réseau, c'est une nécessité, mais ça n'est pas une évidence. La collaboration entre les services, elle repose essentiellement sur la qualité du lien établi entre les travailleurs de ces services. Pour assurer une bonne communication, il faut de l'humilité, notamment donc reconnaître les propres limites de nos actions, et de la complémentarité pour que la concertation prenne sens et que se tisse un réseau stable et soutenant autour de la personne. On parle alors de maillage, de tuilage, et ça permet de pouvoir limiter les ruptures et surtout leurs conséquences. C'est important aussi de rappeler qu'il y a différents niveaux de travail en réseau. Donc il y a aussi le travail en réseau pour la coordination des actions sur un territoire. Ça permet souvent d'éviter les écueils de la concurrence entre acteurs, d'éviter les effets de patate chaude quand les situations sont renvoyées d'un service à l'autre. Et donc la coordination de réseau, elle favorise les synergies et la mutualisation des ressources. Dans tous les cas, le travail en réseau nécessite de prendre du temps, tant pour sa création, donc d'aller à la rencontre des différents partenaires, que pour pouvoir l'entretenir au fil du temps. Tous les accueils de jour mettent en avant le travail en réseau et ils sont tous unanimes. Le temps que nécessite ce travail de réseau n'est pas suffisamment mis en avant et reconnu dans leur temps de travail. Anne ? Comme vient d'expliquer Frédéric, le travail en réseau, il est pratiqué et valorisé dans tous les accueils de jour rencontrés. Et que ces services soient ou non coordonnés par un relais social. Il faut néanmoins souligner que le travail en réseau manque de visibilité et donc de valorisation dans les rapports d'activité ou les évaluations. Les indicateurs, quand ils existent, ne traduisent suffisamment ni le temps nécessaire à créer et puis à entretenir le travail en réseau, ni les apports du travail en réseau au profit des usagers. De nouveaux indicateurs construits avec le terrain et articulés avec des informations qualitatives permettraient de saisir davantage ce qu'est et ce qu'apporte le travail en réseau. Alors, si on devait maintenant retenir les priorités pour améliorer la situation, ce seraient lesquelles, Frédéric ? Il y en a beaucoup, mais il y en a trois que j'avais envie de citer aujourd'hui. Évidemment, en premier lieu, il y a le renfort du cadre structurel. Donc le montant forfaitaire qui est octroyé ne permet pas de rencontrer une norme d'encadrement suffisante pour assurer la sécurité des usagers et des travailleurs. De plus, certains accueils de jour sont ouverts en soirée, les week-ends, les jours fériés, sans financement spécifique pour ces heures inconfortables. Le deuxième point, c'est d'améliorer la reconnaissance du travail effectué. On en a parlé tout à l'heure, les équipes des accueils de jour réalisent un travail hors pair. C'est important, voire indispensable, de leur apporter aujourd'hui cette légitime reconnaissance, tant quant à leur engagement et leur résilience, que quant à la créativité qu'elles développent au quotidien pour faire face à l'ensemble des situations qu'elles rencontrent. Le troisième point, c'est de développer des cadres spécifiques pour encadrer notamment les consommations plutôt que de les interdire. Aujourd'hui, on sent bien que la question des assuétudes est souvent mise sur la table. Elle renforce les phénomènes d'exclusion. Je pense qu'il est temps aussi aujourd'hui d'oser des initiatives et des collaborations spécifiques permettant d'envisager une autre approche que la sanction dans le cadre des consommations.
Un dernier point juste sur lequel moi je voulais terminer, c'est de préciser quand même que toutes ces réflexions et ces pistes, elles font l'objet de contacts et de discussions entre les services d'accueil de jour, avec l'administration wallonne, avec les cabinets successifs, via les fédérations, donc notamment l'AMA et l'ARCA, mais aussi via les relais sociaux, l'Observatoire wallon du sans-abrisme, etc. Anne, si on devait parler de pistes d'amélioration pour conclure. Eh bien Aurélie, l'amélioration, elle pourrait aussi porter sur l'évaluation des accueils de jour. Cette évaluation, elle devrait davantage refléter l'impact social sur les usagers, l'impact du travail effectué en accueil de jour, plutôt que quelques résultats chiffrés jugés peu significatifs par les travailleurs sociaux. Ces derniers estiment important d'impliquer tous les travailleurs concernés, c'est-à-dire les usagers, les professionnels et les décideurs, et ce, dans toutes les étapes de l'évaluation, dans la formulation des problèmes, la définition des critères et l'interprétation des résultats. Les échecs, entre guillemets, et les rechutes, par exemple la perte d'un logement, plus généralement les points de rupture, devraient aussi être pris en considération car ils sont inhérents aux trajectoires d'une partie des usagers. L'évaluation devrait idéalement sortir du cadre habituel des grilles standardisées et au contraire s'adapter davantage aux spécificités locales. Merci beaucoup Anne Depré et Frédéric Svensson pour cet échange riche et éclairant. Si vous souhaitez aller plus loin, le rapport complet consacré à l'accueil de jour est disponible sur le site de l'IWEPS dans la rubrique Publications. Il est disponible gratuitement. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de l'IWEPS.